assez bruyant quand même sur le plateau. On a donné de la voix. Merci en tout cas. Restez avec nous parce que tout de suite, là, à l'instant, on part en Ukraine. L'hiver va sans doute figer les lignes de front à Kherson. Les Ukrainiens sont pressés de remettre la ville en état de marche après 8 mois d'occupation russe. Et hier soir, un premier train est parti de Kiev. Regardez, baptisé le train de la liberté, tout un symbole. Il est arrivé ce matin avec à son bord nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre, Lucas Lassalle, Antoine Pocry et Kostia Yaramenko. Ce train, c'est le tout premier qui se dirige vers Kherson depuis 8 mois. Et je vous garantis qu'à bord, il y a un mélange de sentiments très étranges. D'abord, bien sûr, il y a de la crainte. C'est ce que me confiait il y a quelques instants un membre du personnel. Même si les autorités ont été rassurantes, ce train a bien évidemment été sécurisé. Les voies déminées 24 heures sur 24 depuis une semaine. Alors il y a de la crainte, mais aussi beaucoup d'émotions. Une jeune passagère à qui nous parlions il y a quelques instants nous confiait que c'est la première fois qu'elle rentre à Kherson, sa ville natale, qu'elle a quittée il y a 4 mois. Elle a fui les Russes en effet. Alors aujourd'hui, bien sûr, en arrivant, elle nous disait qu'elle allait tout de suite aller sur la place de Kherson, la grande place, pour fêter la libération de la ville et ensuite rentrer chez elle pour collecter quelques souvenirs. Merci beaucoup à nos envoyés spéciaux qui sont donc montés dans ce tout premier train depuis Kiev à destination de Kherson. On reste en Ukraine. On traverse la frontière, on reste dans la région, mais on part en Russie, je m'y trompe, au cœur du système carcéral. Les colonies pénitentiaires russes sont-elles les goulags des temps modernes? Peut-on comparer les deux et dans quelles conditions y est-on incarcéré? On en parle avec nos invités, experts et spécialistes. Bonjour à tous les trois. Morgane Ferrari, juriste en droit international, auteur de cette thèse, Le crime organisé russe, origine et perspective. Jacques Duplessis, journaliste et bénévole de l'association SAFE, qui est partenaire du comité d'aide médicale en Ukraine, hein, c'est ça? Tout à fait. Et on retrouve également le général François Chauvency, consultant en géopolitique et enseignant. Et puis dans un instant, on va nous rejoindre Christian Maigrelis, qui est ancien conseiller de Gorbatchev et qui nous sera d'une grande aide et d'une grande expertise sur cette question. Alors n'y a-t-il qu'un pas du goulag d'hier à la colonie pénitentiaire d'aujourd'hui, ou bien les conditions se sont-elles réellement améliorées après l'abolition de ce système fin des années 80 sous l'ère Gorbatchev justement? Si on se pose la question ce midi, c'est parce qu'on s'interroge sur le sort réservé à la basketteuse américaine Brittney Griner. Elle a été condamnée à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Elle avait dans sa possession une vapoteuse contenant du liquide à base d'huile de cannabis. On apprend donc qu'elle a été transférée dans une colonie pénitentiaire du centre de la Russie, très exactement en Mordovie, dans la ville de Lavas. C'est à plus de 550 km au sud-est de Moscou, une région réputée pour ses prisons et son climat rigoureux. Alors il est vrai que les colonies pénitentiaires russes sont réputées pour les mauvais traitements infligés à leurs détenus, mais est-ce qu'on peut comparer les conditions d'aujourd'hui dans ces colonies pénitentiaires aux conditions d'hier dans les goulags soviétiques? Je vous propose d'écouter le journaliste de La Croix, Olivier Thalès, qui a enquêté et publié une enquête passionnante sur ce sujet en 2020 qu'on a pu joindre tout à l'heure par Skype. Écoutez. On ne peut pas comparer ce qui était le sort des zèques de l'époque de Staline avec celui des zèques, c'est-à-dire des prisonniers de l'époque de Poutine. Là où il y a des ressemblances néanmoins, c'est concernant les lieux géographiques. Les colonies pénitentiaires se trouvent toujours dans des lieux retirés de Russie, loin des villes, dans les campagnes, dans les forêts. Il y en a énormément en Sibérie, mais pas seulement. Donc, pour les familles des détenus, se rendre dans ces colonies pénitentiaires, c'est toujours un voyage compliqué, long, ça prend 2-3 jours. Et en ce sens-là, l'isolement est comparable entre la période d'aujourd'hui et de la période de Poutine. Alors Olivier Thalès, dans cette enquête qu'il publie dans les pages de La Croix, nous dit, je cite, la Russie n'a pas tourné la page du système des colonies pénitentiaires héritées de la période soviétique. Dans ces colonies, la punition et la violence servent souvent de boussole aux employés comme aux détenus. Général Chauvency, est-ce que on peut dire vraiment, au vu en plus de ce que nous dit ce journaliste qui a vraiment réalisé une enquête approfondie, que ces colonies pénitentiaires aujourd'hui en Russie ressemblent fort aux goulags soviétiques de l'époque? Je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit qu'il y a eu des améliorations qui ont eu lieu avec une sorte, je dirais, de modernisation depuis la fin de l'ère soviétique. Je pense que c'est une réalité. Maintenant, on sait que le monde russe est quand même très dur, très sévère, qu'en plus, ce qui a été très bien montré, finalement, c'est cette distanciation, je dirais, du détenu par rapport à la famille, puisque, effectivement, rendre visite aux détenus représente un voyage extrêmement important. Bon, maintenant, je dirais qu'on a quand même, on peut avoir une réflexion surtout, parce que l'exemple que vous avez cité
évoqué précédemment avec cette basketteuse américaine, c'est la dureté des peines aussi. Je dirais que moi je cumulerais l'éloignement de la personne détenue avec la longueur des peines, finalement pour pas grand-chose quand on regarde bien la motivation, même si elle est très politique au départ certainement, mais entre les deux, quand même, on double la peine finalement. On est très loin, on a des conditions difficiles. Alors, je ne sais pas s'ils sont totalement maltraités, je ne suis pas compétent sur la question, mais éloigner le détenu plus la peine de prison très longue dans un camp, je pense qu'effectivement on double la dureté de la peine. Alors maintenant, est-ce que ça améliore mieux la personne détenue dans son comportement? N'oublions pas que la prison quand même a vocation à préparer, certes à sanctionner quelqu'un, mais aussi à le préparer au retour à la vie civile et à le faire changer. Je ne suis pas certain que ces conditions aussi difficiles permettent de changer les personnes qui sont détenues dans ce type de camp. Alors vous mentionniez Brittney Griner, justement, on vient de recevoir cet après-midi des photos de cette prison, de ce centre, cette colonie pénitentiaire en Mordovie, à Yavas. La voici, ce que je vous disais, à plus de 550 km au sud-est de Moscou. Vous voyez ces images qu'on vient donc de recevoir. Et je prends le temps également d'accueillir sur ce plateau Christian Megrolis qui nous rejoint, ancien conseiller de Gorbatchev. Vous avez votre bouquin que je peux montrer, auteur du livre. Hop, on commence à le connaître. Hein. Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues aux éditions transcontinentales d'édition. Alors on le disait tout à l'heure, ces goulags finalement, ils ont disparu vraiment sous l'ère Gorbatchev. Donc vous connaissez quand même. On a entendu un journaliste qui a réalisé une enquête sur les colonies pénitentiaires russes aujourd'hui, et la question qu'on se posait, c'est est-ce que ces colonies pénitentiaires aujourd'hui sont finalement l'évolution des goulags soviétiques d'hier? Est-ce qu'il y a des points communs? Écoutez, sur le plan juridique, non, il n'y a aucun point commun. Mais dans les conditions? Par contre, les conditions de séjour dans ces unités sont dures. Elles ne sont pas aussi dures que dans le goulag, mais elles sont quand même très sévères. Parce que, par exemple, je lisais ce que disait Olivier Thalès dans son enquête. Alors, il nous dit le système de ces colonies pénitentiaires vise à rééduquer, à casser les prisonniers. C'est un système en partie hérité de l'époque soviétique. En partie, oui. En partie. Est-ce qu'aujourd'hui, les goulags ont complètement disparu en Russie? Oui. Ça, oui, c'est une certitude. Complètement. D'accord. Ce sont des colonies pénitentiaires qui sont établies sur des sites différents. Alors, toujours dans cette enquête, ce qu'on peut lire également, c'est la question de la torture. Des conditions et des conditions concrètes d'incarcération. Voilà ce que dit Olivier Thalès. La prison fait partie de l'univers mental des Russes, de la culture des Russes. On ne torture pas dans toutes les prisons, mais on torture dans les prisons. Ça, c'est de notoriété publique. Jacques Duplessis, est-ce qu'on sait de quel type de torture on parle dans ces prisons russes? Alors, moi, je n'ai fait que lire des témoignages de détenus de ces camps qui parlent, par exemple, donc de tabassage par des gardiens, des fois pour certains prisonniers, mais je pense que le traitement n'est pas du tout le même suivant le type de colonie, et je pense qu'il y a des colonies à régime sévère, d'autres à régime qui sont moins sévères, donc je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais par exemple, il y a des détenus qui ont parlé du fait de devoir rester assis, la tête baissée, toute la journée, sans avoir le droit de lire, sans avoir le droit de parler pendant plusieurs jours. Donc le but, c'est de casser psychologiquement les gens. Donc il y a aussi toute une torture psychologique. J'allais dire, la torture, c'est pas forcément la baignoire ou les chocs électriques. Ça peut être aussi le fait de rester dans une cellule allumée, avec la lumière allumée toute la nuit, d'être empêché de dormir, d'être réveillé régulièrement. Bon voilà, ça c'est des choses qu'on voit, mais après je pense que c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des colonies avec des régimes complètement différents. Alors si l'on est très manichéen, il y a des bonnes et des mauvaises colonies. Alors c'est ce qu'on peut dire dans cette enquête. En fait, chaque colonie pénitentiaire, c'est un peu une île, en fait, dirigée par un directeur qui a énormément de pouvoir. Elle forme des mini-États et dans certains, les choses fonctionnent plutôt bien, alors que dans d'autres, ça ressemble à des systèmes totalitaires. La corruption, l'absence de liberté, l'obligation de suivre des règles qui peuvent paraître absurdes et qui entraînent des punitions. La violence aussi, la coercition, ça forme finalement des mini-États russes où on retrouve tous les maux et toute la face sombre de la Russie aujourd'hui. Morgane Ferrari, finalement, on a le sentiment que ces colonies pénitentiaires russes sont le reflet des maux de la Russie d'aujourd'hui? Tout à fait. Alors, pour revenir sur ce que vous avez dit, moi je trouve qu'il y a quand même un gros héritage soviétique. Vraiment beaucoup. Déjà, on voit par rapport au goulag, vous voyez que c'est quand même beaucoup de prisonniers politiques.
exactement comme à l'époque des goulags. Et on voit que Brittney Griner, c'est typiquement un prisonnier politique parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit une vraie trafiquante de drogue de type Pablo Escobar. Donc il y a quand même une vraie volonté politique et aussi un coup de pression qui est envoyé directement comme message politique aux États-Unis. Maintenant, pour en revenir sur les colonies pénitentiaires qui ne seraient pas toutes les mêmes, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand vous allez en Russie, c'est très difficile de visiter une prison, voire impossible d'en visiter une. Et il y a, comme vous dites si bien, des États dans les États. Il a toujours été de notoriété publique que les Vory v Zakonie, par exemple, avaient un rôle, les voleurs dans la loi avaient un rôle dans toutes ces colonies. Et moi, par exemple, à Moscou, j'ai rencontré un voleur dans la loi en 2014 qui m'a dit qu'un coup de fil de lui dans une région très reculée de Sibérie et les choses pouvaient s'arranger dans la journée. Donc il y a quand même une grosse délégation qui est faite à des autorités qui n'ont rien d'étatique, à des autorités qui sont utilisées pour ça. Il y a autre chose qui me fait penser, on a entendu là il n'y a pas très longtemps de la part du chef de Wagner qu'il voulait prendre des détenus pour les envoyer sur le front ukrainien. Ça c'est typiquement un truc qui a été pensé par Staline, par Lénine. Ils se sont toujours servis des voleurs dans la loi. Alors parfois, ils s'en servaient simplement comme déstabilisateurs, comme élément de provocation. C'est un petit peu tout ce qu'on va appeler des menaces hybrides. Ou bien, tout simplement, comme c'est un contre-pouvoir réel, eh bien, de les envoyer en tant que chair à canon. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pendant l'opération Barbarossa. Donc, je pense effectivement que tout ça est une continuité de l'ère soviétique. Il n'y a pas de réel changement actuel. Je ne vois pas en quoi les conditions de détention peuvent être bonnes en Russie. Je pense que toutes les prisons ont quand même des conditions qui sont très difficiles. Ah, maintenant, la sienne est peut-être encore plus difficile. Il y a peut-être un isolement, il y a peut-être quelque chose, mais je pense que c'est surtout un message politique envoyé aux États-Unis pour booster un éventuel échange. Alors, Christian Megrellis, vous voulez réagir, mais je voudrais qu'on écoute rapidement, juste si vous le voulez bien, Olivier Thalès, qui nous explique la différence entre ce qu'on appelle des colonies pénitentiaires rouges et des colonies pénitentiaires noires. Écoutez. Il y a des colonies pénitentiaires qu'on appelle rouges, c'est-à-dire des systèmes qui ont certaines ressemblances avec nos prisons à nous, c'est-à-dire le prisonnier doit suivre les lois et les codes très stricts mis en place par l'administration pénitentiaire. Il y a des prisons dites noires où les prisonniers ont une certaine latitude et ils sont souvent contrôlés par un ancien mafieux, par des criminels qui sont évidemment de mèche avec l'administration pénitentiaire, mais l'administration pénitentiaire leur laisse une certaine latitude. Et dans ces prisons noires, vous avez certains prisonniers peuvent avoir du coup une forme de liberté. Christian Megrellis. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que j'ai vécu, moi, la fermeture des goulags. Fin des années 80. Voilà. Dans les années 80, les goulags ont été fermés. Il y avait déjà eu un assouplissement en 1953, après la mort de Staline. Il y a eu déjà des assouplissements, mais le goulag et le dernier passager du goulag a été libéré en 91, 90 ou 91. Mais après, c'était terminé. Et pendant une quinzaine d'années, à l'époque Yeltsin, le goulag ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas ce type de prison, il n'y avait pas ce type de condamnation. On était dans une période libérale où les choses fonctionnaient différemment. Ensuite, il y a eu une reprise et une résurrection de ce genre de choses, mais ça n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'on a vécu une période où le goulag n'existait plus dans ce pays. Mais quand on lit, par exemple, le genre de torture réservée à certains détenus, par exemple, Ildar Dadin, qui a été condamné pour avoir, toujours dans cette enquête, brandi des pancartes critiques envers le pouvoir, après avoir été tabassé le lendemain de son arrivée dans la colonie pénitentiaire, il annonce se lancer dans une grève de la faim. Je cite, ces geôliers le suspendent par les menottes, les mains derrière le dos. Vous avez l'impression que vos coudes vont se disloquer, la douleur est insoutenable, dit Ildar Dadin. Au bout d'une demi-heure, on le repose au sol. Les gardiens lui baissent alors son pantalon et lui annoncent qu'un prisonnier viendra le violer s'il ne cesse pas sa grève de la faim. Quand on lit ce genre de témoignages, c'est vrai que pour nous, occidentaux, qui ne sommes pas forcément formés au sujet, on a tendance à se dire qu'il y a une ressemblance en fait avec ce que ces prisonniers vivaient à l'époque dans les goulags. Il y a eu une résurrection, oui, il y a eu une résurrection, mais ce que je veux dire, c'est que ces dernières années, l'URSS a connu une période de libéralisation
qui a duré une vingtaine d'années tout de même. Et là, ces dernières années... Et là, par contre, il y a un recul, il y a un retour en arrière, il y a un retour à l'autocratie, mais une autocratie sans parti communiste, c'est-à-dire une autocratie encore pire qu'avant. Alors, ma question peut-être va... Oui, allez-y. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu clairement un retour en arrière, mais quand on voit aussi le comportement de l'armée russe, du SB, des services de renseignement russes en Ukraine, avec la torture, qui est quand même assez systématique. Dès qu'il y a une région libérée, on constate de la torture. On se dit qu'ils font la même chose avec les politiques, avec les prisonniers politiques ou apparentés dans leurs colonies. Donc en fait, ils se comportent, j'allais dire, on voit vraiment comment ils se comportent, effectivement. Il y a un retour en arrière, à mon avis, qui me paraît assez clair. Est-ce qu'il y a, Morgane, il n'y a pas de contrôle dans ces prisons? Il n'y a pas de... Parce que j'avais lu qu'en 2010, le ministère de la Justice avait fait installer des caméras de surveillance. Bon, peut-être un peu naïf. Mais après, vous pouvez les interpréter comme vous voulez, les caméras de surveillance. Donc, non, je pense effectivement que le contrôle peut être tout à fait délégué à quelqu'un. Et après, comme il n'y a pas de contrôle vraiment extérieur, il n'y a pas d'audit, si je puis dire, comment voulez-vous avoir un suivi? Et voilà, c'est vraiment de l'opportunisme pur à un moment donné. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a une ressemblance entre l'armée et la prison en Russie. Ce sont deux systèmes qui sont basés sur la violence. Alors, on va revenir à Brittney Griner et à ce qu'il attend, et à ce qu'il attend dans un futur peut-être proche, parce que Moscou dit en effet espérer un échange de prisonniers. On verra ce qu'il faut en penser. D'abord, un mot sur cet homme dont on a tous entendu au moins le nom une fois, qui connaît très bien, puisqu'il le vit en ce moment même, les conditions dans ces colonies pénitentiaires. C'est Alexei Navalny, 46 ans, principal opposant à Vladimir Poutine, incarcéré depuis 2021, condamné à une nouvelle peine de 9 ans de prison supplémentaire en mars dernier. Il dénonce ces dernières heures le durcissement de ses conditions de détention. Il affirme être enfermé dans une petite cellule isolée et privé de visite de ses proches depuis plusieurs mois. Et il raconte, je cite, qu'à 4 jours de la visite, on m'annonce qu'on me transfère, et pour ce type de cellule, les visites de longue durée n'existent pas. Christian Megrelisz, ce genre de torture psychologique est-il là aussi habituel dans les colonies pénitentiaires russes d'aujourd'hui? Ah oui, d'aujourd'hui, oui. Et à l'époque? À l'époque, c'était doux, ça. C'était une torture douce. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Général Chauvency, quand vous lisez ce genre de témoignages, que vous entendez ce que nous raconte M. Megrelisz ou encore ce journaliste de La Croix qui a réalisé cette enquête? Ça vous étonne? Oui, en tant qu'occidental, ça m'étonne, puisque nous ne sommes pas éduqués dans cet état d'esprit. Donc moi, je reprendrai ce qui a été dit il y a quelques instants. La Russie m'apparaît de l'extérieur comme une société très violente, où finalement tous les ingrédients de la mise en application de cette violence, notamment d'une manière étatique, existent. Je dirais que finalement ce qu'on a évoqué sur l'Ukraine en termes de violence militaire sur les populations civiles correspond finalement à un style de vie et des comportements qu'on a déjà lieu de connaître en Russie, notamment à cet exemple des camps de détention ou de rééducation peut-être, et la situation de Navalny. Je dirais qu'aujourd'hui, finalement, ce que nous voyons, nous découvrons en Ukraine, correspondrait à ce qu'est la société russe face à la violence, comme elle est éduquée à la violence, comme elle est habituée à la vivre, et finalement, elle ne fait que répercuter à l'extérieur ce qu'elle connaît à l'intérieur. Morgane Ferrari, vous voulez réagir? Oui, alors non, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais juste, c'est la peur et la violence. C'est vraiment les deux leviers pour moi. Ouais. Alors face à ces conditions de vie terribles, la meilleure issue pour Brittney Griner, issue dont on parle depuis des mois maintenant, ce serait bel et bien un échange de prisonniers dont elle profiterait. Justement, ces dernières heures, Moscou dit espérer un échange russo-américain de prisonniers. Impliquant qui? Eh bien Brittney Griner du côté américain et Viktor Bout côté russe. Il s'agit d'un marchand d'armes purgeant actuellement une peine de 25 ans de prison. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères affirme que des négociations ont lieu actuellement de manière professionnelle par un canal spécialement dédié. Je cite, j'espère que la perspective d'un échange est non seulement d'actualité mais se renforce et que le moment viendra où nous obtiendrons un accord concret. Alors toute la question c'est de savoir si les États-Unis accepteront de relâcher un criminel comme Viktor Bout. Ça fait plusieurs mois qu'il y a des tractations entre Russes et Américains. C'est un homme quand même dont le surnom, on le rappelle, c'est le marchand de la mort, dont le personnage a inspiré le film Lord of War. Pas sûr, Christian Megrelisz, que les Américains acceptent de le relâcher. Si, c'est sûr. Si, c'est sûr? Ah oui, absolument. Ah bah pourquoi? Absolument, parce qu'il y a eu des déclarations. Alors pourquoi ça prend tant de temps? Il y a des déclarations de Biden qui ont dit, moi j'accepte de rencontrer Poutine si il libère la
la jeune femme dont on S'il parle. accepte d'en parler, mais... Il accepte d'en parler. Ouais. Mais il savait qu'en échange, c'était Booth. Mais alors pourquoi c'est toujours pas fait? Ah ben c'est pas fait parce que l'une ou l'autre partie a des conditions que l'autre ne veut pas accepter. J'en sais rien, je connais pas le détail de la négociation, je sais qu'elle existe et je sais que ça va aboutir assez rapidement. Morgane Ferrari, les États-Unis accepteraient de relâcher un prisonnier moi, qui a tant d'importance, entre guillemets? Persuadée, parce que vous voyez, c'est pas du tout le même profil. Vous avez d'une part quelqu'un qui est apparemment un ancien officier et qui a travaillé en tant que mercenaire à la fois pour des entités étatiques et pour d'autres entités non étatiques. C'est quelqu'un qui a certainement des informations très importante et très cruciale pour la Russie. Je comprends tout à fait qu'elle le veuille. De l'autre côté, vous avez une basketteuse qui est très populaire et effectivement, il pourrait y avoir une pression effectivement sur le gouvernement américain et ce serait cette raison-là qui primerait. Mais je pense qu'effectivement c'est compliqué pour les Américains de livrer quelqu'un comme Victor Bout parce qu'il a certainement des informations que les Américains ne voudraient pas forcément voir fuiter et surtout chez les Russes. Donc ça c'est quelque chose qui est compliqué parce que là vous êtes vraiment dans ce que j'appellerais des menaces effectivement hybrides avec des personnages qui sont au carrefour de plein de choses, qui sont à la fois des renseignements, à la fois des trafiquants d'armes. C'est vraiment toute cette génération qui a un petit peu cette génération de criminels qui sont au carrefour de plein d'informations stratégiques. Oui, Booth, c'est un peu le Wagner du trafic d'armes, quoi. Alors, on a le... Oui, allez-y. Par contre, oui. Il y a peut-être un troisième élément dans l'équation, c'est qu'il y a un autre Américain qui a été un ancien militaire, Paul Whelan, qui a été condamné en 2018 à 16 ans pour espionnage. Voilà, et je me dis que c'est peut-être aussi la troisième inconnue de l'équation. Alors, une question sur... parce qu'on a aussi quand même le sentiment que Brittney Griner, elle a un peu été au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'elle paye aussi peut-être le fait de revendiquer son homosexualité. Est-ce que cette politique de la prise d'otages, de ce chantage aux otages, Christian Megrellis, où des êtres humains se retrouvent un petit peu malgré eux, piégés dans des conflits qui les dépassent, est-ce que c'est une pratique aussi habituelle en Russie et plus généralement dans les États voyous? J'ai jamais eu de témoignage direct de cette pratique. Parce que ce genre. Il y avait un ancien marine quand même avant elle, Trevor Reed, qui avait connu un sort similaire. Il avait été accusé de violence contre un policier russe, finalement troqué contre un trafiquant de drogue russe. Oui, mais vous ne connaissez pas la vérité dans ce genre de choses. Vous ne savez pas qui est échangé contre qui. Vous ne savez pas si Boots, on sait à peu près qui c'est. La basketteuse, on sait qui c'est. Évidemment, elle n'a pas grand-chose à dire comme secret d'État. Elle, c'est du chantage, ça c'est clair. Les autres, c'est lourd. Alors restez avec nous dans un instant, on part dans la région Indo-Pacifique, en Corée du Nord, où l'escalade semble ne jamais s'arrêter, alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un promet de recourir à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire sur son pays, et ce, 24 heures après un nouveau tir balistique intercontinental de Pyongyang dans la région. Alors faut-il s'inquiéter? Ou bien Kim Jong-un s'amuse-t-il à nous faire peur? Le décryptage, c'est tout de suite. Votre